Et si tout ce que vous voyez, l'actualité, les images, les vidéos, était manipulé pour servir des intérêts cachés? Imaginez un instant. Et si chaque information, chaque séquence diffusée sur vos écrans, chaque cliché partagé des milliers de fois, était en réalité soigneusement sélectionné, monté, filtré, déformé? La guerre actuelle au Moyen-Orient n'est pas une confrontation militaire classique, comme on en a connu tant dans l'histoire. C'est une bataille pour la réalité elle-même, pour la perception du vrai, pour la confiance dans ce que nous appelons la vérité. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement qui a raison ou qui va gagner, mais pouvons-nous encore croire ce que nous voyons? Sommes-nous encore capables de faire la différence entre une image sincère et une illusion habilement fabriquée? Prenons un exemple frappant, presque anecdotique et pourtant révélateur. Il y a quelques jours, un simple détail a embrasé les réseaux sociaux, la main de Netanyahou. Certains internautes soutenaient avec force qu'il possédait 6 doigts. D'autres voyaient là la preuve d'un montage, d'un deepfake, d'une falsification orchestrée. Des débats houleux, des montages, des ralentis vidéo, des analyses pseudo-scientifiques ont envahi la toile. Résultat, impossible de savoir si la vidéo était truquée ou non pour l'observateur moyen. Ce doute, cette incapacité à trancher, n'est pas un détail. Il ne concerne pas que le Moyen-Orient. Il touche aussi la Russie, chaque famille, chaque citoyen, parfois sans même s'en rendre compte. Dans cette confusion savamment entretenue, chaque citoyen risque bien plus qu'il ne croit. Ce brouillard de désinformation, ce flou permanent entre vrai et faux, menace la stabilité du budget, la sécurité des familles, la confiance dans les institutions et la capacité à faire des choix éclairés pour l'avenir. Imaginez, perdre la capacité de distinguer le vrai du faux, c'est s'exposer à des décisions politiques ou économiques irréfléchies, qui pourraient coûter cher au pays, à la société, à votre famille. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette confusion est-elle devenue une arme si puissante et pourquoi menace-t-elle directement la Russie? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en profondeur, en interrogeant nos certitudes. Le 28 février, un événement bouleverse tout l'équilibre régional, une date qui restera gravée dans les mémoires. Ce jour-là, les forces américaines lancent des frappes massives, plus de 5000 cibles touchées en Iran selon les États-Unis. Ce n'est pas une opération chirurgicale ou limitée. C'est une guerre totale, un choc qui dépasse très largement les frontières iraniennes. Pour Moscou, ce n'est pas un épisode lointain ou anecdotique. La Russie et l'Iran entretiennent des liens stratégiques profonds. Système de défense russe livré à Téhéran, technologie militaire de pointe, coordination étroite en Syrie, et bien sûr, les fameux drones iraniens utilisés par la Russie en Ukraine. Lorsque l'Iran est frappé, ce n'est pas seulement un allié qui vacille, c'est tout l'édifice d'alliance construit par Moscou qui menace de s'effondrer, de se fissurer dangereusement. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette tempête? Le 28 février, lors de raids aériens israéliens d'une intensité inédite, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, est tué. Un fait sans précédent au Moyen-Orient qui bouleverse l'équilibre de la région. Son fils Mojtaba est nommé guide suprême dans l'urgence, mais lui-même, gravement blessé, se retrouve en soins intensifs. L'autorité vacille, l'incertitude s'installe dans tout le pays, la population s'interroge, le pouvoir semble à la dérive. Dans les jours suivants, l'escalade continue sans relâche. Plus de 90 attaques iraniennes recensées contre Israël entre le 28 février et le 4 mars. 20 frappes touchent directement des zones civiles. Au moins 10 morts, des familles dévastées, la peur qui s'installe dans le quotidien de milliers de personnes. Derrière ces chiffres froids, il y a des vies brisées, des enfants traumatisés, des communautés plongées dans le chaos. Qui pense encore à ces victimes quand la rumeur envahit nos écrans? Mais pendant que les bombes frappent, sur les réseaux sociaux et dans les médias, une autre bataille fait rage, tout aussi féroce, tout aussi décisive. Une vidéo de Netanyahou postée début mars déclenche une vague de spéculation mondiale. Est-ce vraiment lui devant la caméra? Un double? Une vidéo truquée? Une simple anomalie? Un doigt en trop? Un mouvement étrange de la main? Suffit à faire exploser les théories du complot.
En quelques heures, tout le monde débat, partage, commente, s'indigne. Les fact-checkers s'empressent de prouver que ce n'est qu'un effet d'angle, une illusion d'optique, mais le mal est fait. Le doute a déjà contaminé l'opinion publique. Qui peut désormais être certain de ce qu'il voit? Ce n'est pas de l'ignorance, mais le résultat d'une défiance profonde. Décennies de propagande, de mensonges d'État, de récits officiels démentis par la réalité, ont laissé des cicatrices indélébiles, en particulier en Russie. Ici, chacun sait ce que c'est que de vivre dans un monde où chaque camp fabrique sa version de la réalité, adapte les faits à ses intérêts. L'expérience soviétique, les crises récentes autour de l'Ukraine ou des sanctions occidentales ont façonné une population qui ne croit plus aveuglément ce qu'on lui présente, que ce soit sur une chaîne russe ou occidentale. Peut-on vraiment leur en vouloir? Lorsque le mensonge règne, la suspicion devient une forme d'autodéfense. Ce climat de suspicion n'est pas anodin. Pendant que l'on s'attarde sur la main de Netanyahou ou sur la véracité d'une vidéo, la vraie guerre progresse, silencieuse, implacable. Beaucoup se perdent dans le tumulte médiatique, oubliant que ces conflits, ces alliances, ces affrontements pèsent directement sur l'économie russe, sur la sécurité collective, sur le budget des familles. Ignorer ces connexions, c'est sous-estimer les conséquences concrètes. Inflation galopante, volatilité du rouble, insécurité énergétique, risque réel d'escalade militaire. À chaque minute perdue dans la confusion, d'autres avancent leurs pions. Mais ceci n'est que la surface. Sous ce tumulte, une guerre de l'information encore plus pernicieuse se déroule, bien plus difficile à percevoir, bien plus dangereuse à long terme. Quand un simple détail vidéo déclenche une crise de vérité mondiale, quand la toile s'embrase pour un doigt de trop, voilà où nous en sommes. L'affaire du deepfake supposé de Netanyahou, les débats sur ses doigts, la rumeur de sa mort ou la disparition de son fils sur les réseaux sociaux. Rien de tout cela n'est anodin. Ce n'est pas juste de la naïveté ou de la crédulité, c'est le symptôme d'un déficit de confiance généralisé. Après des décennies de propagande, de manipulation, de revirements médiatiques, qui ose encore croire ce qu'il voit ou lit? Qui ose affirmer, le cœur léger, « Cela est vrai » ? En Russie, cette méfiance est cultivée à grande échelle, presque méthodiquement. Nous avons connu l'ère soviétique, la guerre de l'information sur l'Ukraine, vu comment on fabrique la vérité officielle, comment les faits deviennent malléables selon le pouvoir, selon le contexte. Alors, quand une vidéo douteuse surgit sur un dirigeant, la suspicion, parfois la paranoïa, domine inévitablement. Les citoyens ne sont pas dupes, mais que peuvent-ils faire face à ce déferlement d'informations contradictoires? Mais pendant que le monde s'interroge sur la réalité d'une main ou d'un visage, les vraies bombes continuent de tomber. Entre le 28 février et le 4 mars, plus de 90 attaques iraniennes ont été recensées contre Israël, dont une vingtaine sur des zones civiles. Au moins 10 personnes ont perdu la vie. Derrière chaque chiffre, il y a de vrais drames, des familles brisées, des enfants qui ne reverront plus leurs parents. Pendant que la toile s'enflamme pour une rumeur grotesque, la réalité fait des victimes silencieuses que l'on oublie trop vite. En Iran, la confusion culmine à un niveau rarement atteint. L'assassinat du guide suprême, l'annonce d'un nouveau leader. Mais ce dernier serait hospitalisé, inconscient de sa nomination, ignorant la guerre qui fait rage dans son propre pays. Un État de 85 millions d'habitants, engagé dans un conflit majeur, peut-être sans véritable dirigeant. Ce n'est pas de la fiction, c'est l'histoire en train de s'écrire. Cette situation crée un vide de pouvoir, le genre de vide qui, historiquement, ouvre la porte à des escalades incontrôlées, à des coups d'État, à des règlements de comptes internes. Pour la Russie, ce n'est pas un simple jeu de domino géopolitique, c'est un enjeu vital. L'Iran est un allié stratégique, un pilier de la politique énergétique et militaire de Moscou, une carte maîtresse dans la grande partie d'échec mondial. Quand la tête de l'État iranien est frappée, ce sont des décennies d'alliances, d'accords secrets, d'intérêts partagés qui vacillent. La réaction russe a été immédiate. Soutien affiché à Téhéran, condamnation ferme des frappes américaines et israéliennes, et avertissement de Poutine. Tout élargissement de la guerre toucherait directement la Russie.
Livraison de systèmes de défense? Missiles hypersoniques? Toutes ces mesures sont discutées à huis clos, loin des caméras, dans la plus grande discrétion. Mais au-delà de la géopolitique, ce sont les conséquences économiques qui frappent chaque foyer russe. La crise dans le détroit d'Ormuz a déjà désorganisé 20% des exportations mondiales de pétrole, fait flamber les prix à un niveau historique, ébranlé les marchés asiatiques. Pour la Russie, exporter du pétrole cher semble une aubaine. Chaque dollar de plus, ce sont des milliards pour le budget national, cruciaux en temps de guerre et de sanctions. Mais l'instabilité, l'inflation mondiale, la rupture des chaînes logistiques, c'est aussi une menace sourde pour la stabilité du rouble, le coût de la vie, la sécurité matérielle des familles. Qui paiera la note finale? Le citoyen ordinaire. Accepter la confusion, céder à la manipulation, c'est perdre ses repères, sa capacité de discernement, devenir un simple pion dans des jeux qui nous dépassent. Pourtant, pendant qu'on se perd dans le brouillard numérique, la vraie réalité avance, avec des conséquences bien réelles, bien tangibles. Pendant que l'on débat de vidéos suspectes et de rumeurs, une crise énergétique et une restructuration du monde se déroulent presque en silence, dans le secret des marchés et des négociations. Le blocage du détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial et une grande part du gaz naturel liquéfié, bouleverse les marchés. Le baril de pétrole dépasse les $100 avec des conséquences immédiates. Chaque hausse ajoute de l'inflation mondiale et les marchés asiatiques ont réagi dans la panique, la volatilité, la fébrilité. Pour la Russie, cette situation joue sur deux tableaux. D'un côté, c'est temporairement avantageux. La Russie reste l'un des plus grands exportateurs de pétrole et de gaz. À chaque dollar en plus sur le baril, ce sont des milliards de roubles supplémentaires pour le budget. En période de guerre et de sanctions, ces recettes sont vitales, nécessaires à la survie économique. Mais il y a un revers. Le chaos profite aux exportateurs russes à court terme, mais augmente les risques à long terme. L'économie russe, même isolée du système financier occidental, ne peut pas rester immunisée face à une récession mondiale et à la rupture des chaînes logistiques. Que se passera-t-il si la demande chinoise ou indienne s'effondre? Un troisième niveau, plus subtil, concerne la position stratégique de la Russie. Avec le chaos au Moyen-Orient, les pétroliers venant du Golfe sont bloqués, et la Chine ou l'Inde, qui dépendent de ces approvisionnements, cherchent des alternatives sûres. Résultat, la demande pour le pétrole russe explose. Les oléoducs terrestres, les routes maritimes via l'Arctique, tout ce qui évite les détroits sous contrôle américain, devient attractif. Cela renforce la dépendance de la Chine ou de l'Inde envers la Russie, mais rend aussi la Russie plus dépendante de ses partenaires et de leur économie. Un équilibre précaire, une danse sur le fil du rasoir. Ce phénomène, les économistes l'appellent l'effet de second tour. Les conséquences ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais elles redessinent la carte des relations économiques et politiques pour des années, parfois des décennies. Là où certains voient une victoire, il y a un piège. Miser sur la crise actuelle semble payant aujourd'hui, mais la chute pourrait être brutale pour les familles, le budget, la stabilité du pays. Plus le monde devient imprévisible, plus la sécurité économique des citoyens russes est menacée. Hausse des prix, risque pour l'emploi, érosion de la confiance, instabilité généralisée. Dans ce contexte, il ne s'agit plus seulement de savoir qui a raison ou tort dans les débats, mais de comprendre comment cette guerre de l'information et cette confusion organisée peuvent bouleverser nos vies. Alors, face à cette tempête, quelles options restent aux citoyens russes et à la Russie pour se protéger et éviter de payer le prix fort? Comment ne pas être le jouet de force qui nous dépasse? Qui gagne vraiment dans ce théâtre de l'information et de la guerre? Ce n'est pas la question la plus posée, mais c'est la plus essentielle. Derrière le bruit, les polémiques et le déluge de contenus contradictoires, il y a des gagnants, des profiteurs, parfois invisibles, mais bien réels. D'abord, les industries de défense. À chaque flambée de tension, des entreprises comme Raytheon, Lockheed Martin ou Boeing voient leurs actions monter en flèche. Pourquoi? Chaque nouvelle escalade, chaque missile tiré, chaque bombe larguée,
c'est l'occasion de vendre plus d'armes, de signer des contrats juteux. Ce phénomène concerne aussi le complexe militaro-industriel russe, dont la demande augmente avec l'instabilité mondiale. Plus la guerre s'intensifie, plus ces entreprises prospèrent, des deux côtés, sans distinction idéologique. Ensuite, les gouvernements détournent l'attention de leurs propres crises internes. Un conflit à l'étranger fait oublier l'inflation, le chômage, les scandales, les problèmes de corruption. Pour certains dirigeants, la focalisation sur l'ennemi extérieur sert à ressouder la population, à justifier des mesures d'exception, parfois même à limiter l'accès à l'information, à restreindre la liberté de la presse. Pendant les conflits, les autorités restreignent l'accès aux données, alimentant des zones d'ombre où la rumeur prospère, où la vérité se dissout. Enfin, il y a les acteurs financiers. Quand le prix du pétrole dépasse les $100, les compagnies énergétiques russes, mais aussi américaines et du Golfe, multiplient les profits. Ce sont eux aussi, les bénéficiaires directs de l'instabilité, de la crise, du chaos. Pendant que l'opinion débat d'anecdotes, le véritable argent circule ailleurs, loin des projecteurs. Mais alors, comment se protéger? Comment, en tant que citoyen russe, ne pas devenir le jouet de cette guerre des réalités? D'abord, refuser la panique. La peur est l'arme préférée des manipulateurs, des stratèges de la confusion. Ensuite, diversifier ses sources d'information. Ne jamais se contenter d'un seul point de vue, surtout quand les narratifs semblent irréconciliables. Croiser, comparer, douter. C'est le seul vaccin contre la manipulation. Il s'agit aussi de comprendre les véritables enjeux. La Russie bâtit depuis des années des alternatives, systèmes bancaires autonomes, commerce en monnaie nationale, constitution de réserves d'or. À chaque crise, les faiblesses du dollar accélèrent cette stratégie d'indépendance. Il faut s'en inspirer individuellement, multiplier ses compétences, ses réseaux, ne jamais dépendre d'une seule source ni d'un seul récit, cultiver l'esprit critique. Le vrai danger, c'est de se laisser hypnotiser par le spectacle. Céder à la fascination, c'est laisser d'autres écrire la réalité et décider de notre avenir, de notre destin. Qui, sinon vous, peut défendre votre propre perception? Chaque crise révèle les vrais rapports de force et les priorités nationales, met à nu les intérêts cachés, les jeux d'alliance, les calculs froids. La vraie question n'est pas de savoir si une vidéo est truquée, mais qui profite de la confusion, qui tire vraiment les ficelles dans l'ombre. Derrière chaque rumeur, chaque débat sur le nombre de doigts d'un dirigeant, chaque analyse sur la santé de Netanyahou ou la disparition de son fils, il y a un jeu plus vaste, une partie d'échecs où chaque minute passée à débattre du faux ou du vrai est une minute gagnée pour ceux qui profitent de la tempête. Pétroliers, marchands d'armes, stratèges de la peur et gouvernements qui tirent les ficelles, loin des regards. Pendant que le monde s'interroge sur des détails, la réalité du terrain est implacable. Les prix du pétrole flambent, les contrats d'armement s'enchaînent, les morts s'accumulent. Plus de 140 morts côté iranien, au moins 15 côté israélien, 13 soldats américains et 20 civils dans les pays du Golfe ces derniers jours. Derrière chaque chiffre, il y a une famille, un enfant, une mère, un père, des vies gâchées. Pour la Russie, qui a connu la guerre, cette réalité fait écho à sa propre expérience, à ses propres souffrances. Mais plus insidieuse que la violence physique, il y a la violence de l'incertitude. Ce brouillard où l'on ne sait plus à qui ou à quoi faire confiance. Quand le fils Netanyahou disparaît soudainement des réseaux, l'absence de nouvelles devient une alerte, une preuve pour certains qu'il s'est passé quelque chose de grave. Peu importe la réalité, ce qui compte, c'est la perception collective. Cette perception se manipule, s'achète, s'exporte, se monnaie. Gouvernements, médias, entreprises l'ont compris. Contrôler la narration, c'est contrôler la puissance, le rapport de force. Pour la Russie, les conséquences sont immédiates. Si demain, le baril grimpe à $200, ce n'est pas qu'une question de profit pour l'État. Oui, le budget fédéral en bénéficie, les réserves gonflent, l'armée est mieux financée. Mais derrière cette apparence de prospérité se cache un piège terrible. Une récession mondiale, un ralentissement brutal de l'économie chinoise et indienne, les deux principaux clients du pétrole russe, une demande qui pourrait s'effondrer,
des familles du monde entier plongées dans la pauvreté. Même la Russie, censée profiter de la hausse, pourrait finalement y perdre, car tout est lié, tout communique. Le capitalisme en crise ne disparaît pas. Il se réinvente, il se nourrit du chaos, et la guerre, c'est son grand réorganisateur, son accélérateur. Pendant qu'on discute de la véracité d'une vidéo, l'essentiel se joue ailleurs. La stabilité de l'économie, la sécurité des foyers, la confiance dans les institutions, la paix de nos esprits, tout dépend de notre capacité à comprendre ce qui se passe, à ne pas se laisser manipuler. Parce que chaque minute où vous doutez de tout, d'autres avancent leurs pions, signent des contrats, négocient votre avenir. La maîtrise de la réalité collective n'est jamais innocente. Laisser ce pouvoir aux marchands de peur, c'est abandonner une part de sa liberté. Mais refuser la confusion, apprendre à décoder, à poser les bonnes questions, pas qui est mort ou vivant, mais pourquoi veut-on que je le croie? C'est regagner du pouvoir sur sa vie. C'est protéger son avenir, celui de sa famille, de son pays. Il ne s'agit pas seulement de trier le vrai du faux, mais de refuser que la réalité soit décidée par d'autres, loin, dans l'ombre, pour des intérêts qui ne sont pas les vôtres. Rappelez-vous, la guerre d'aujourd'hui n'est pas seulement une bataille de chars ou de missiles, c'est une bataille pour votre perception, pour ce que vous croyez réel. Dans cette bataille, votre premier devoir, c'est de ne pas être spectateur, mais acteur. De ne pas laisser la confusion gagner, de ne pas offrir aux faiseurs de peur le contrôle sur votre esprit, sur vos choix. Car aujourd'hui, dans ce monde où la manipulation de l'information peut ruiner l'avenir d'un pays, prendre le contrôle de sa propre perception, c'est s'armer. C'est au fond la condition essentielle pour rester libre et debout, même lorsque le chaos menace tout. Qui d'autre que vous peut défendre votre réalité ?